Changement de plateau, mais on va enchaîner vite parce qu'on a pris beaucoup de retard. Donc le thème de ce débat, c'est l'engagement dans les quartiers populaires, qui va commencer par une surprise d'ailleurs, qui n'était pas prévue. Nous allons voir un petit film. Mais avant tout, je vais vous présenter l'objet du débat. Je vais partir d'un paradoxe, qui peut-être n'en est pas un. Il y a une forte abstention dans les quartiers populaires, mais il y a aussi de forts réseaux de solidarité et des capacités d'agir. Nous l'avons vu dans les batailles contre le contrôle aux faciès, contre les violences policières, ou encore durant cette crise sanitaire avec énormément de réseaux de solidarité. Et plus récemment aussi, lors des incendies tragiques en Algérie, en Turquie, où on a vu s'organiser aussi des solidarités. Une sorte d'internationalisme dans les quartiers. Il y a donc d'autres façons de faire de la politique dans les quartiers populaires. Et on assiste peut-être à l'émergence d'une nouvelle génération militante, engagée pour l'égalité et qui est en train de recomposer les luttes sociales et antiracistes. Donc voici un peu le contexte de ce débat. Pour le mener, alors Azdine Taibi n'est plus à présenter, le maire de Stein, maire PCF de Stein. Marion Carrel, sociologue, maître de conférences donc en sociologie, et qui a publié et co-dirigé Citoyenneté ordinaire pour une approche renouvelée des pratiques citoyennes aux éditions Cartala en 2014. Et surtout, elle a participé à un ouvrage que je vous conseille vivement, L'épreuve de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires. C'est une enquête qui a été menée durant presque 5 ans, elle va le préciser, en France et à l'étranger, par un groupe de 6 sociologues autour de Julien Talpin, chercheur au CNRS. Et puis à ma droite, Omar Slaouti, enseignant à Argenteuil, où il est élu également à Argenteuil. Je signale l'ouvrage que vous avez coécrit avec Olivier Lecourt-Grandmaison, Racisme de France, aux éditions La Découverte. Et vous êtes membre de plusieurs collectifs, Mémoire, Vérité, Justice pour Ali Ziri. Vous avez été porte-parole de la Marche pour la Justice et la Dignité, du collectif Rosa Parks, un des initiateurs de la Marche contre l'islamophobie, enfin, un militant des quartiers. On vous connaît ici aussi à la fête de l'UMA. Alors, avant de passer la parole à nos invités, une surprise qui n'était pas prévue, mais c'est pour ça que c'est bien une surprise. Un petit film documentaire réalisé par Daniel Buis, qui est ici, qui a filmé une expérience politique et citoyenne, une initiative, à Stein, oui, Asdine. Et en fait, bon, c'est une histoire, le film a commencé avant la pandémie, donc ça a dû s'arrêter, bon, etc. Bon, en tout cas, on va découvrir, oui, alors il veut dire, mais 2 mots rapidement, hein. Oui. Oui, bonsoir. Oui, donc je suis réalisateur de documentaire et en 2019, j'étais très intéressé par ce qui se passait à Stein, la nouvelle manière de pratiquer la politique finalement, c'est-à-dire l'appel à l'action, à la réflexion des citoyens qu'initiait Azdine Taibi et principalement avec les principes de l'éducation populaire. Donc je suis venu tourner à Stein comme ça, tout seul, pour une caméra, j'ai filmé beaucoup de choses, puis ça s'est arrêté là parce qu'il y a eu, comme vous le savez, le Covid, l'impossibilité d'aller plus loin, de trouver des financements. Et j'ai quand même filmé en 2019 un collectif de mères de famille qui se préoccupaient beaucoup de l'éducation de leurs enfants et notamment des conditions d'éducation. Et elles ont monté les états généraux de l'éducation dans les quartiers populaires. J'ai tourné énormément de choses. Là, je voulais juste vous présenter une séquence qui est symbolique, une séquence de 10 minutes, symbolique et qui explique beaucoup de choses, vous verrez. C'est une séquence de réunion, mais ça pourrait être la première séquence d'un documentaire que j'aimerais bien monter avec l'ensemble de ce que j'ai tourné. Alors je suis intéressé quand même. Ça se finit par un appel au financement participatif, vous verrez. Ah, très bien. Voilà, le message est passé et nous allons découvrir tous ensemble la séquence de ce documentaire de Daniel Buis.
Non, mais moi, je sens qu'elle va. T'inquiète. Elle t'inquiète pas. Obligé d'être très bon élève en choisissant la bonne phrase. Ce qu'on attend de vous, ce qu'ils attendent de vous, c'est de le parler avec votre rythme. Ça va? Oui, ça va. Je suis ravi et vraiment content de voir ce soir la présence du collectif, je dirais du collectif très, très large, hein, parce que vous êtes très nombreuses, du collectif qui prépare les états généraux de l'éducation très prochainement. Ça avance à grands pas. On peut aussi être vraiment très très fiers que ces états généraux soient organisés sur Stein. L'autre fierté, c'est de voir que toute la préparation, toute la réflexion, je dirais toute l'action, elle est faite par et surtout les habitantes, en l'occurrence, là, on ne peut que citer que les habitantes, voilà, mais il faut bien démarrer quelque chose, donc voilà, là on peut vraiment, franchement on peut vraiment se satisfaire que cette démarche, évidemment il y a l'accompagnement de la municipalité, et aussi tout le travail et l'engagement de Zwina, je tiens vraiment à le préciser, Zwina puis ses équipes. Voilà en quelques mots, après voilà, vous prenez le temps qu'il vous faut, il n'y a pas de sujet. Nous sommes un collectif d'habitants de la ville de Stein. Nous organisons les 3e états généraux de l'éducation dans les quartiers populaires pour dénoncer les inégalités et les injustices que subissent nos enfants dans les quartiers et dans les quartiers populaires et dans le domaine de l'éducation. Moi, qui suis issue de la banlieue, j'ai grandi dans le 93, j'ai été à l'école de la République dans les banlieues. J'ai subi ces inégalités, ces discriminations en direct. Donc je sais de quoi je parle et mes enfants continuent à les subir. Donc je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas une fatalité. Donc il faut se battre. Et ce projet, je l'ai trouvé extraordinaire. Et donc j'ai rejoint le collectif de parents et j'en suis fière et j'y crois. Nous sommes toutes des mamans, comme vous voyez, des habitantes qui fréquentions le centre social, la Maison pour tous à Minaseti. Et l'année dernière, on a pris connaissance de ces états généraux qu'on ne connaissait pas avant. Et on a été invités à Créteil. Et on a vu que nous vivions les mêmes problèmes dans les quartiers populaires. Et on s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas les 3e chez nous. Et ça a été dit comme ça a été juste lancé comme idée. Et on s'est jeté un petit peu dans l'eau sans savoir est-ce que nous allions réellement arriver à bout ou pas. Parce qu'au début, c'est notre première expérience, on ne sait rien du tout de tout ça. Et le collectif a été constitué ainsi. Et on a petit à petit écrit l'appel, par exemple, des états généraux. On a choisi nous-mêmes notre logo. Et il a été choisi grâce à Rachida, je tiens à le dire. On a créé notre page Facebook, on a créé notre Twitter. On a commencé à nous faire savoir. Et pour nous aider, on a rencontré des philosophes, on a rencontré des sociologues, on a rencontré dernièrement l'historienne Laurence Decoq qui nous a donné un très grand pouce dans la communication. Et ça nous a permis petit à petit d'apprendre à comment faire, sans oublier que nous avons participé à tous les événements de la ville, aussi bien la fête de la ville, on a tenu un stand dans la fête de la ville, on a fait une caravane dans tous les quartiers de la ville pour sensibiliser la population pour l'éducation, mais aussi pour tous les problèmes des quartiers populaires. Et nous avons participé, et pour la première fois en tous les cas moi, c'était ma première expérience, la fête de l'humanité. Nous avons parlé de ce projet dans la fête de l'humanité. Mais j'aimerais vous parler de la particularité de ces 3e états généraux. On s'est basé surtout sur l'aspect artistique de l'événement. Nous avons un film, nous avons une pièce théâtrale que nous avons coécrit et joué. C'est ces habitants que vous voyez là qui ont coécrit. Et bien sûr, pour ce faire, on a eu l'aide de Marina da Silva, qui est une grande journaliste, qui nous a déjà épaulé dans l'atelier écriture pendant 2 ans. Et là, elle nous a épaulé pour l'écriture de la pièce, sans oublier le studio théâtre. C'est par Marjorie Nakache que la mise en scène va être faite.
Tout le travail en fait mené dans le cadre de ces EGE nous ont permis à tous de mettre des mots sur les injustices éducatives les plus criantes. Le droit de nos enfants à un enseignement correct et malheureusement n'est pas respecté. Il est moindre parce qu'on habite les quartiers populaires et ça c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut plus tolérer et qu'on ne veut plus laisser passer. En tous les cas, vous soulevez de vrais débats politiques, dans le bon sens du terme. Voilà. La question de l'égalité, la question de la justice, la question, je dirais, du bien vivre ensemble. Pendant que, malheureusement, une bonne partie de la classe politique et une très grosse partie des médias sont en train de voiler complètement le vrai débat politique. Les médias devraient venir vous rencontrer, discuter avec vous, au lieu justement d'aller, je dirais, dans des tentatives, dans des tentations de division et de stigmatiser une partie de la population. Je suis impressionné. Le populationnel, c'est impressionnant. Et du coup, je voudrais faire ma propre autocritique, de ne pas m'être suffisamment intéressé à cette action. On n'a pas l'habitude, mais ça commence à venir, que les citoyens interviennent sur des questions comme celle-là. Et moi, je crois qu'on ne peut que vous encourager, et je m'en réjouis, et on sera à vos côtés. On est des élus, mais on ne peut pas tout faire. Hein. Et avoir des habitantes comme vous qui sont pignaces et qui vont chercher à connaître, à s'investir, parce que c'est du temps, c'est du travail, c'est de l'investissement personnel, c'est de l'investissement du temps qu'on a pris à la famille. Vraiment, bravo, merci. Et ça c'est quelque chose qui motive encore plus, en tout cas, l'engagement qu'on partage quelque part ensemble. On est très fiers à Stein d'avoir un collectif, je ne vais pas dire de maman, mais j'ai envie de le dire aussi, un beau collectif de femmes comme ça. Et vous faites, et j'ai envie de dire, vous faites aussi de la politique, mais pas de la même politique comme on peut voir là-haut au gouvernement, mais vous faites votre politique de terrain et c'est ça en fait la vraie politique. Dernièrement, c'était très compliqué, puisqu'une partie du groupe dit, surtout, c'est pas politique, il ne faut pas que ce soit politique. Et une autre partie du groupe dit, ah non, mais ce qu'on fait, c'est politique. C'est complètement politique. J'ai donc demandé à Christiane d'animer un atelier philo spécifiquement sur la question de c'est quoi aller faire la politique. Votre démarche, pour nous, elle est essentielle et précieuse parce qu'elle vient donner du crédit à la démarche politique, mais politique dans le bon sens du terme, des élus que nous sommes. Et votre démarche citoyenne d'un collectif, elle est vraiment importante parce que c'est vous qui vivez au quotidien, à la fois en tant que maire, en tant que parent, en tant qu'ami, en tant que voisin, les inégalités que subissent trop souvent nos enfants, etc. Et ce que vous faites, c'est important parce que quelque part, vous souhaitez simplement que la République renoue avec les quartiers populaires. Bon, on les applaudit pour les encourager. Merci mesdames à vous, merci beaucoup. Merci. Très bonne soirée. Bonne soirée. On a eu le trac, mais c'est passé. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Daniel. Oui, merci pour cette entrée en matière finalement. Donc, je vais me tourner tout de suite vers Asdine Taïbi. Vous avez le micro là ? Et alors que, du coup, alors entre le moment où ce moment a été filmé et aujourd'hui, qu'est devenu ce collectif ? Racontez-nous la suite, rapidement. C'est vraiment un exemple, effectivement, d'engagement. Tout à fait. Alors peut-être avant de vous raconter un peu la suite... Tenir le micro comme ça, voilà. ça. Vous m'entendez ? Sûrement avant de vous raconter un peu la suite de travail et puis de l'engagement de ce collectif. Donc c'est une belle surprise pour moi. Donc je voudrais vraiment remercier infiniment Daniel. Merci Daniel, parce que c'est vraiment super. Et en voyant ces quelques images, il y a évidemment beaucoup d'émotions, mais
en même temps beaucoup d'espoir et beaucoup d'enseignements politiques à prendre en compte quand on voit la parole de ces habitantes, essentiellement des habitantes, il faut bien le souligner. Elles ont été invitées, ça a été à ma demande, elles ont été invitées lors d'un bureau municipal, qui rassemble l'ensemble des élus qui ont une délégation. Et je peux vous dire que cet échange que nous avons eu avec ce collectif était extrêmement enrichissant. Alors depuis, ce collectif s'est énormément nourri d'expériences, de réflexions. Ce collectif, pour être très transparent avec vous, a connu des hauts et des bas, a connu des moments, je dirais, très, très forts, très fraternels, des moments de rencontre avec d'autres collectifs dont ils ont pu rencontrer un peu partout en France. Je pense en particulier à Créteil, à Roubaix. Et puis des moments importants qui se sont déroulés sur Stein. Ça a été avant tout à la fois une aventure citoyenne, une aventure politique et une aventure humaine pour ce collectif. Et au sein même de ce collectif, et j'en dirai ensuite quelques mots, forcément il y a eu beaucoup de personnes qui se sont bien évidemment posé des interrogations sur leur engagement, et c'est bien le sujet aujourd'hui, sur leur propre engagement en tant que citoyenne. Je dis bien citoyenne parce que c'est un collectif qui a été très largement mené par des femmes. Et je voudrais vraiment saluer et rendre hommage au combat, à la mobilisation des femmes de nos quartiers populaires, qui est un engagement précieux et singulier. Alors quand je dis ça, je ne dis pas qu'il n'y a pas des militants, des hommes ou des jeunes qui s'engagent dans le quartier. Il en existe énormément, mais les femmes jouent un rôle extrêmement précieux dans nos quartiers. Donc je disais tout à l'heure, il y a eu des hauts et des bas, et c'est bien normal. Par contre, j'ai souhaité, en tant que maire, quand ce collectif s'est présenté auprès de moi et a présenté l'ensemble de ses activités auprès du conseil municipal, enfin plus précisément du bureau municipal, je n'ai cessé de dire à mes équipes que ce qui était important, c'était vraiment de laisser ce collectif travailler, s'engager, même si, et tant mieux parfois, ça permettait de faire bouger les lignes, ça permettait y compris de remettre en cause un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'actions menées par la municipalité, mais tant mieux. Et si je ne le fais pas, je ne vois pas l'intérêt en tant que maire progressiste, en tant que maire communiste, de m'engager en tant que maire. Je ne suis pas un maire gestionnaire, je le disais hier, je suis un maire militant avant tout. Et parfois, laisser la critique, laisser parfois la colère s'exprimer, même si elle n'est pas forcément orientée vers les élus que nous sommes, mais quelque part on représente aussi une partie de la République, on a besoin en tous les cas de laisser s'exprimer cette colère. Et quand on laisse s'exprimer cette colère, forcément, en la travaillant, et la démarche de l'éducation populaire, elle est essentielle et elle me tient particulièrement à cœur. Ici, je reconnais quelques personnes, quelques visages, quelques amis, et nous nous sommes connus il y a plus de 30 ans, 35 ans dans le domaine de l'éducation populaire. Justement, ce lien est important parce que ça permet justement ensuite de construire, de passer de la colère à de l'espoir, à de la construction, je dirais, citoyenne. Et l'élu que je suis ne doit pas brider, ne doit pas en tous les cas interdire le débat, même quand ça ne fait pas plaisir, et tant mieux. Donc quand je vois ce documentaire, et je ne suis pas surpris que Daniel ait pu faire ce travail de manière remarquable, c'est toute l'expression. Mais c'est l'expérience Astin, mais je sais que ce type d'expérience existe un peu partout dans notre pays. Merci Asdine Taïbi. Alors, Marion Carrel, pour résumer les résultats de 4 années d'enquête, je crois, donc, de l'ouvrage que j'évoquais, donc l'épreuve de la discrimination, enquête dans les quartiers populaires, on peut dire, si l'expérience de la discrimination produit souvent du repli, et du repli identitaire, elle nourrit aussi des savoir-faire nouveaux et une capacité à agir. Est-ce que c'est juste? Et dites-nous en quoi, effectivement, parlez-nous en fait de cette enquête que vous avez menée, sinon je vais vous passer le micro,
Et comment ça a révélé à la fois, donc effectivement, tous les effets des discriminations, on les connaît. Hein, bon. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est comment aussi, paradoxalement, ça crée des résistances et ça génère des savoir-faire et des engagements. Oui. Merci Latifa Madani de nous avoir réunis aujourd'hui, Société des Amis de l'Humain. En fait, l'histoire de notre enquête, c'était le point de départ justement, c'était est-ce que l'expérience des discriminations, donc des discriminations sociales, territoriales, ethno-raciales, etc., pouvait être un levier, un support d'engagement. Alors évidemment, si c'était automatique, on le saurait. On l'a vu dans le débat précédent, il y a quand même un souci dans les quartiers populaires, alors pas à Stains, mais dans plein d'autres endroits par rapport à l'engagement. Et ce qu'on a trouvé, c'était vraiment une découverte extraordinaire. On est allé voir 250 personnes dans 6 quartiers en France, donc pas loin d'ici, au Blanc-Ménil, c'était Samir Belkacem. Moi j'étais à Villepinte, il y avait à Roubaix, il y avait à Vaux-en-Velin, près de Bordeaux, à Lormont, voilà. Et ces 250 personnes, on leur demandait pas de nous raconter des discriminations, on leur demandait de nous parler du quartier, de raconter un peu leur vie. Et énormément de ces personnes, spontanément, nous ont parlé d'expériences de racisme, de stigmatisation, de discrimination. Parfois, ensemble, des questions sociales, territoire. Je suis dans un territoire, je suis dans un quartier qui a moins d'enseignants qu'ailleurs. Et puis, sur les questions ethno-raciales, très, très, très fort, ça ressortait fortement. Et bon, ça, c'est pas forcément nouveau, mais ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est que quand on leur demande, et ça m'a beaucoup parlé quand la dame, tout à l'heure dans le film, m'a dit « mais moi, j'ai eu l'expérience, j'ai vécu la discrimination, je sais ce que c'est, et maintenant, il y en a marre, je veux faire quelque chose. » Ça, on l'a fortement ressenti quand on demandait aux gens « pourquoi, selon vous, vous avez vécu ce que vous me racontez là, à l'école, au logement, pour avoir un emploi, des barrières ?» Et dans la moitié des cas, les explications qui étaient données étaient des explications politiques, ce qu'on appelle politique au sens large du terme, donc soit à cause des institutions scolaires, policières, soit à cause de l'histoire de notre pays, soit à cause des médias, de la classe politique, bref, tout un ensemble de causes qui sont politiques. Et ce qu'on appelle, et les autres explications étaient plus du domaine de parce que les gens sont stupides, parce qu'ils ne sont pas assez éduqués. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette moitié, donc c'est énorme, d'explications, la moitié des personnes, qui sont des causes politiques. Et donc on a pu voir qu'il y avait une politisation ordinaire, ça se voit beaucoup dans le film, une conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système institutionnel, politique, médiatique, et qu'il y a des choses injustes qui se passent. Donc après, quel est le déclic, et Omar Slaouti va pouvoir enchaîner, mais quel est le déclic qui fait que ces personnes-là s'engagent? Moi j'ai beaucoup discuté avec des jeunes femmes notamment, qui se sont engagées dans des associations de lutte contre les discriminations, des associations qui visent à défendre et à pouvoir s'insérer, à pouvoir trouver une place, la place dont on leur dénie actuellement dans la société. Et le déclic, il vient souvent d'une conjonction de choses. Donc il peut y avoir le centre social, on en a parlé dans le film, hein, des personnes d'un centre social qui vont commencer à animer des ateliers. Il peut y avoir une rencontre avec des militants, avec des gens qui ont des expériences, avec Omar Slaouti ou avec d'autres personnes. Il peut y avoir le choc, donc ça on l'a beaucoup vu et rien de nouveau, mais on l'a beaucoup perçu et ressenti et c'était très fort. Le choc d'avoir eu un proche emprisonné ou tué lors d'une bavure policière, ça c'est un déclic, un choc qui déclenche de l'engagement. On le voit avec les collectifs Vérité et Justice pour Ali Ziri, Vérité et Justice pour Adama Traoré, etc. Donc c'est des supports. Et puis il peut y avoir tout un tas de conjonctions de choses. Ce que je veux, peut-être on dira après, qu'est-ce que font ces collectifs? Mais pour terminer quand même, dire qu'il n'y a rien d'évident, parce qu'on est dans un pays où il y a très peu de politiques publiques de lutte contre les discriminations, si on parle des questions ethno-raciales, et que donc cette question est peu traitée par les pouvoirs publics, elle est finalement assez peu traitée et mesurée par les politiques publiques et par la science, les scientifiques, parce que on n'a pas de statistiques ethniques comme on dit. Et puis donc c'est un thème aussi qui est un peu tabou, qui est un peu mal vu dans notre société républicaine française. Et donc une partie des collectifs qu'on a suivis pendant 4-5 ans
une partie d'entre eux ont eu des sérieux problèmes parce que donc un des collectifs les plus intéressants, c'était Policité à Vaux-en-Velin. Ce sont des jeunes du quartier à Vaux-en-Velin qui ont créé tout un collectif autour de la question des relations entre jeunes des quartiers et police, et ils ont commencé à créer une carte des droits et devoirs, à essayer de dialoguer avec la police, à faire plein de choses, se rendre visibles et parler de ce qui leur arrivait et comprendre que ce qui leur arrivait à plein de gens et qu'il fallait faire quelque chose, transformer l'institution policière. Et donc il y a eu pas mal de soucis. Cette association a eu des soucis parce que c'est des questions qui sont assez mal réceptionnées dans l'arène publique. Donc voilà, ce sont des collectifs intéressants dans le sens où c'est ce qu'on voit là. Ils organisent beaucoup de débats. Il y a un fort besoin de parler, de partager. Bon, c'est un peu la même lutte que les femmes ont connue il y a 40 ans. Moi, je pense que je suis assez optimiste. Je pense que dans 20-30 ans, ce sera plus moi qui parlera ici, ce sera une femme issue des minorités. Je l'espère bien. Et en tout cas, les femmes, ce qu'elles ont vécu il y a 40 ans, on leur a dit, elles se sont organisées, et on leur a dit, vous êtes identitaires, vous voulez semer la pagaille. Non, elles voulaient juste que leur place soit accordée. C'est ce qui se passe avec les jeunes des quartiers populaires qui parlent des questions de racisme et de discrimination. Et je pense qu'on a tout intérêt à comprendre que leur engagement, alors qu'il est beaucoup autour du débat, de la discussion, et un peu moins. On a travaillé à Montréal, à Los Angeles et à Londres. Et dans ces quartiers-là où on était allés, moi j'étais allée à Montréal-Nord, les associations de ce type, de jeunes des quartiers populaires, d'habitants des quartiers populaires, sont beaucoup plus dans des actions directes de type campagne, testing, interpellation des institutions. En France, ce qu'on a vu, c'est des associations qui d'abord essayent d'exister, essayent d'inviter un peu des intellectuels, comme là c'est le cas des philosophes, des sociologues, pour comprendre et puis pour avoir une petite légitimité pour pouvoir agir. De là à pouvoir taper du poing sur la table, peut-être s'engager en politique sur ces questions-là, il y a un cran qui est encore un peu dur, pour ne pas faire de jeu de mots, en France là-dessus. Merci Marion Carrel, merci pour cet exposé déjà extrêmement intéressant. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce livre, je vous le recommande, c'est une grande leçon, vraiment. Alors, Omar Slaouti, les habitants des quartiers, ils ne sont pas que des victimes, et surtout, ils ne veulent pas être perçus comme tels. Est-ce que c'est ça aussi qui motive leur engagement? Oui. Alors d'abord, ils sont et elles sont des victimes. Pour dire clairement les choses, beaucoup de maires de Seine-Saint-Denis... Oui, mais ils ne veulent pas rester dans cette J'entends bien, j'y viens. Mais il ne s'agit pas de les assigner, ils ne souhaitent pas être assignés à ça. Mais d'abord, un petit rappel de réalité, puisqu'on a la chance d'avoir Asdid avec nous et d'autres maires et mairesses de Seine-Saint-Denis, quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques. Tu pourras peut-être en dire quelques mots. Ont attaqué l'État parce qu'un des problèmes majeurs, on le sait, c'est que la meilleure façon de redistribuer, ça passe par les services publics. La redistribution des richesses, ça passe par les services publics. Or, ça a été dit, redit, si les quartiers populaires ne sont pas des déserts politiques, ils sont pourtant de plus en plus des zones d'où désertent les services publics. Les services publics, pour parler de manière un peu générale. Et je crois que le film qu'on vient de voir est assez éloquent. C'est une dinguerie, ce truc. C'est pas simplement à montrer dans les quartiers, c'est à montrer aux enseignants et enseignantes qui parfois minorent ce type de questions-là. C'est-à-dire que, pour dire clairement les choses, on peut se parler entre nous. Il y a certains établissements scolaires qui sont qualifiés d'écoles d'arabes et de noirs, où la ségrégation raciale ou ethnique, je dis ethnique pour ceux du débat précédent qui n'étaient pas trop d'accord avec le terme de race, mais peu importe, c'est pas grave, où les ségrégations ethniques et raciales sont plus importantes dans les écoles que dans la zone géographique où sont implantées les écoles, parce qu'il existe toujours des stratégies d'évitement, et ces stratégies d'évitement sont plus ou moins actives selon les capitaux culturels. Certains s'en sortent mieux que d'autres. Voilà pourquoi on a de plus en plus d'écoles qui sont ségrégées racialement parlant. Jusque-là, ce ne serait peut-être pas obligatoirement un problème. Sauf que ces mères, ces femmes le disent, c'est que le droit commun, ce que l'État accorde comme moyen à ces écoles, donc à ces enfants de ces écoles, est moins important
que ce qu'ils accordent à d'autres établissements scolaires ailleurs. Et donc, on a des destinées scolaires sans qu'il y ait une intention raciste des enseignants, voire même des ministres de l'Éducation nationale. Il ne s'agit pas de parler d'intention raciste dans cette phase-là, mais c'est ce qu'on appelle le racisme institutionnel. Sans qu'il y ait une intention, on a des parcours de diplomation, des parcours scolaires qui vont être différenciés en fonction de ta couleur de peau, qui est en même temps corrélée, bien sûr, à ton milieu social. Si tu es un prolo, tu es un prolo. Tout ça, ça s'imbrique. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon l'intersectionnalité. Ce n'est pas un empilement des discriminations, c'est une imbrication qui crée des singularités propres et qui donne des trajectoires. Et ce qui est juste magnifique, mais on dit que c'est magnifique parce que ça nous donne des frissons quand on voit ça. Mais en vérité, c'est tout le temps pareil. Dès qu'il y a oppression, il y a résistance. Dès qu'il y a oppression et résistance, les féministes qui sont ici savent de quoi on parle. Ceux et celles qui luttent contre l'homophobie savent de quoi on parle. Ceux et celles qui luttent contre le racisme savent de quoi on parle. Ceux et celles qui luttent pour avoir un peu plus dans le frigidaire savent de quoi on parle. Et je voudrais dire juste un mot qui me semble très important. Dans l'engagement qu'on appelle militant et qui est une réalité, il faut bien comprendre qu'on en parle dans un contexte parfois très paupérisé. À Perpignan, 86% de chômage dans certains quartiers. Ça veut dire que s'engager, c'est très compliqué. Il faut du temps, il faut être disponible. Et avant tout cela, il faut remplir le frigidaire. Il faut se soigner. Il faut avoir ces questions d'éducation. Et donc, nous ne sommes pas tous et toutes à égalité sur les questions d'engagement politique. Ce que certains appellent dans leur jargon l'engagement citoyen. Et pourtant, pour les raisons que tu as évoquées, Marion, dans votre travail que vous voyez, eh bien, ça fait partie du quotidien. Et donc, on a tous vu, moi je vois Argenteuil, Astin et partout, des mères, des pères de famille, parfois dans le cadre de la FCPE, dans des fédérations de parents d'élèves, parfois en dehors, décident de s'organiser pour, et ça c'est très important, on ne doit pas se quitter comme ça, pour un objectif. Un objectif. Il n'y a pas de délire identitaire, il n'y a pas de délire séparatiste. L'objectif partout, tout le temps, c'est l'égalité. L'égalité de droit. Et ça c'est fondamental. Le reste c'est du baratin. Oui, voilà. Et c'est être reconnu et intégré dans la République. Alors, je vais me retourner vers Asdine Taïbi, qui est un homme politique, hein, qui est un élu du PCF, homme politique. Je vais vous demander, on voit de plus en plus de formes d'auto-organisation, justement, dans les quartiers, c'est-à-dire des formes d'organisation autonomes par rapport aux partis politiques. Parallèlement, il y a un gros taux d'abstention. Est-ce que ce sont des signes révélateurs de l'échec des partis politiques traditionnels? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est à la fois le signe de l'échec des partis traditionnels, en tous les cas dans leur forme structurelle. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément l'échec du lien qui existe malgré tout avec des militantes et des militants et des habitants. C'est vraiment l'échec, on va dire, des partis un peu traditionnels. Pour autant, ces formes d'auto-organisation, parce qu'on parle de plus en plus de ces formes d'auto-organisation, que ce soit dans le milieu politique, dans le milieu syndical, dans le milieu associatif ou autre, en réalité, ces formes d'auto-organisation, elles n'ont pas été inventées du jour au lendemain. Les partis, et en particulier le Parti communiste, la CGT, la CNL, avaient, dans une autre époque, organisé ces formes de résistance et d'auto-organisation. Et donc, les collectifs actuels, peut-être de manière, je dirais, involontaire, reprennent là où... là, je vais parler de quelque chose que je connais bien. Reprennent là où, je dirais, des pratiques politiques, y compris organisées par le PC, par les syndicats, ont complètement déserté le terrain. Donc ces formes d'organisation, dont parfois on regarde, ce que disait tout à l'heure Omar, avec un prisme à la fois communautaire, identitaire, en réalité c'est une soif d'égalité. Et la première inégalité ressentie, subie par les habitants, c'est la rupture d'égalité, tout simplement. Et dans nos quartiers, et c'est le cas à Astin, les habitants ne demandent pas à ce que des Stanois ou des Courneviens ou autres, et beaucoup plus que d'autres, ils demandent simplement d'être traités à égalité. C'est-à-dire que quand
dans nos communes, dans nos quartiers populaires ici en Seine-Saint-Denis, on rencontre d'énormes difficultés à la fois dans la pratique sportive, dans la pratique éducative, les écoles, etc., les habitants sont en droit de demander l'égalité républicaine. Le droit commun, comme tu disais tout à l'heure, Omar, pas plus, et non pas des politiques spécifiques. Parce que ce qui a miné nos quartiers populaires, et parfois les partis traditionnels, les équipes municipales, ont quelque part emboîté le pas des politiques publiques en acceptant des politiques spécifiques, des politiques, je dirais, à la carte, selon les quartiers. Et le fait que moi j'ai déposé un recours contre l'État pour rupture d'égalité, alors je voudrais préciser, Omar, nous étions 4 maires. J'ai été à l'initiative de ce recours il y a maintenant presque 3 ans. L'ancienne maire de Bondy m'a rejoint, Sylvine Thomasin, que j'ai rencontré tout à l'heure. Le maire de l'île Saint-Denis m'a également rejoint, Mohamed Nabali. L'ancienne maire d'Aubervilliers, malheureusement Aubervilliers a basculé, Myriam m'avait rejoint aussi, et également Laurent Roussier. Et j'avais proposé d'aller beaucoup plus loin, parce qu'on ne peut pas se contenter, j'en finirai là, dans nos quartiers, d'accepter le saupoudrage des politiques spécifiques, même si parfois il faut accepter quelques thunes par-ci, par-là. Et j'ai dit à ces maires, allons jusqu'au bout. L'État est défaillant. Il y a eu un rapport parlementaire qui a clairement pointé l'échec des politiques publiques de l'État en Seine-Saint-Denis. Mais c'est le cas dans les Bouches-du-Rhône. Donc à un moment donné, il faut taper là où ça fait mal, c'est-à-dire rendre responsable l'État de rupture d'égalité, je dirais structurée, organisée, comme tu disais tout à l'heure, Omar. Et c'est cette démarche. Alors maintenant, il va falloir que j'aille voir d'autres maires pour les convaincre, parce que malheureusement certaines villes ont basculé et les maires, les nouveaux maires ne souhaitent pas forcément aller dans cette bataille, parce que c'est une bataille politique avant tout. Mais c'est surtout la bataille de la dignité et de l'égalité qui est essentielle. Alors oui, et j'ajouterais... on peut dire que c'est la République qui s'est séparée d'eux et non pas eux qui se séparent de la République. Je pense, vous avez tous compris, à une certaine loi sur le séparatisme qui a été adoptée. Alors je me retourne vers vous, Marion Carrel, toujours en reprenant des extraits de ce livre qui est vraiment une mine, qui à un moment donné conclut, les auteurs concluent, il nous semble que les discriminations ethno-raciales, comme les autres, font partie intégrante de la question sociale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que, comme tout à l'heure, on a eu un débat qui devait aborder ces sujets, peut-être ce serait bien qu'on en parle à partir d'exemples concrets et à partir du terrain. Comment ces discriminations-là, et donc les luttes contre ces discriminations, rejoignent la question sociale? Oui, je voulais juste faire en lien avec ce qui vient d'être dit, 40 ans de politique de la ville, saupoudrage, et puis avec quand même depuis 15 ans un fort des dépenses publiques. L'État a beaucoup dépensé, alors dans l'urbain. Pourtant, voilà, le maire à l'époque de Grenoble du Bedout, fondateur de la politique de la ville, avait dit la solution, c'est pas de l'urbain seulement, c'est pas les bâtiments, c'est tout ce qui va autour. Et donc cette question de l'égalité républicaine, de la dépense publique dans les quartiers populaires qui sont sous-dotés, quels que soient les services publics qu'on regarde, et l'accent mis uniquement sur la rénovation urbaine dans les quartiers populaires paraît complètement aberrant, dépassé, gravissime. Et ce qui s'est passé récemment à Marseille avec la mort de ce jeune homme, voilà, dans les analyses, on a vu un petit peu revenir la question qu'il faut remettre de l'humain, il faut remettre des travailleurs sociaux, il faut remettre des enseignants, et sans tout ça, on va dans le mur. Mais bon, pour repartir sur ce que vous disiez, en fait, cette question raciale, la question de subir une discrimination de par la couleur de peau, de par l'origine de la personne, elle est en fait, peut-être malheureusement, mais en tout cas, elle est présente. Elle est présente. Chez les jeunes générations, il y a quand même un gros truc générationnel là-dessus, on ne va pas se mentir. Pour les jeunes générations, c'est quelque chose de très fort, d'arriver à exprimer cela et de le faire peut-être parfois aussi contre l'avis de ses propres parents, qui aimeraient bien qu'on taise un petit peu cette question-là, des origines. Et ça ne veut pas dire que c'est la race contre la classe, le débat de tout à l'heure. Je voudrais juste donner un exemple, l'exemple de Cynthia, 19 ans, avec qui j'ai discuté un moment, qui m'a épatée, époustouflée de par sa conscience déjà politique,
de classe et de race en même temps, et qui me racontait, voilà, Villepinte, quartier Pasteur, famille monoparentale, comme la quasi des familles que j'ai rencontrées, beaucoup avec la maman qui assure à la maison. Et elle va à la fac. Elle est assez bonne élève, elle va à la fac, elle se retrouve à Saint-Denis, à Paris 8. Et là, elle se retrouve avec plein de gens avec des ordinateurs. Et elle en a pas. Donc je vous la fais courte, mais bon, elle appelle sa mère qui dit « mais c'est compliqué, un ordinateur, là ». Donc elles font en larmes, voilà, elle me raconte ce truc très fort du choc de la discrimination. Là, c'est une discrimination sociale qu'elle me raconte. Et juste après, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit « mais tu sais, en fait, moi, j'ai toujours été la seule noire dans ma classe. » Parce que sa mère l'avait mise dans le privé, parce que pourtant très populaire, pas beaucoup d'argent, mais avait voulu mettre sa fille dans le privé pour la préserver de ce qu'Omar disait tout à l'heure, d'école mal réputée, quoi. Et donc, ce que je trouve extraordinaire, c'est de mêler dans le même récit la question d'être noire et la question d'être pauvre, en fait, d'être précaire. Et ça, voilà, les gens ne vous parlent pas de classe et de race, c'est un discours de politique ou de sociologue, mais ils vous parlent de leurs expériences, et leurs expériences, c'est d'articuler ces choses-là, ces discriminations, ces stigmatisations-là. Et voilà, et donc c'est en ça qu'on peut dire que la question ethno-raciale, elle fait partie intégrante de la question sociale, et que, voilà, bon gré ou mal gré, il va falloir faire avec. Et dans notre pays, en France, on a du boulot. La table ronde précédente, il y a quelqu'un qui a dit voilà, qu'il y avait par rapport aux États-Unis ou ailleurs, qu'il y avait quand même une barrière pour les classes populaires et pour les minorités ethno-raciales. Il y avait une barrière très forte dans la politique, pas seulement pour avoir un logement et pour avoir un métier à la hauteur de son diplôme, parce que ça c'est vraiment une discrimination insupportable, passer des diplômes, passer des masters et pas du tout avoir un emploi qui correspond à ces diplômes, c'est juste insupportable. Et je voudrais quand même dire que ce qui m'a aussi fortement marqué dans cette enquête, c'est la souffrance que ça génère chez les personnes de vivre ces discriminations. Voilà, là on est plutôt sur le côté, ça produit de l'engagement, on va s'engager et on va réenchanter la politique, j'y crois aussi, hein. Mais je peux vous dire que pour certaines personnes, ce choc moral fort d'être voilà, stoppé, voilà, ça crée des troubles et des problèmes et des dépressions, parce que c'est très difficile de comprendre, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de qui je suis, de ma famille, de mon quartier où j'habite? Oui, apparemment, mon adresse, elle pose problème. Ça vient de ma couleur de peau. Ça plonge dans effectivement des questionnements identitaires énormes qui mettent parfois des années à pouvoir se transformer en une volonté d'engagement associatif, d'engagement politique. Et si on tourne le dos à ces paroles de colère, je rejoins Asdine, si on leur tourne le dos à ces paroles de colère qui parlent de discrimination raciale, on a tout raté, hein. On a tout raté et on n'arrivera jamais à trouver ce chemin du réenchantement de la politique, y compris de la démocratie représentative et des élus et des partis, parce qu'on en a besoin. Mais il faut peut-être un petit peu qu'ils se réforment et qu'ils s'ouvrent et qu'ils entendent cette colère, cette parole et ces expériences de discrimination qui ne sont pas inventées, qui sont réelles et qui sont insupportables. Oui. D'ailleurs, davantage que la discrimination elle-même à laquelle certains se résignent, et là, c'est le déni. C'est le déni qui l'entoure qui génère le plus de souffrance et qui exacerbe le sentiment d'injustice. Et ça, je crois que c'est une des grandes leçons de votre enquête. Alors, il y a aussi un autre aspect. On a constaté que rarement les plus démunis se mobilisent. C'est-à-dire que plus on est pauvre, plus on a du mal. Et il faut avoir un certain niveau de scolarité ou d'instruction ou d'intégration pour se mobiliser. Est-ce que c'est vrai, Omar Slaouti? Est-ce qu'on peut dire ça ou c'est faux? Eh bien, même là-dessus, enfin, pardon, je ne suis pas, moi tout seul, à une enquête, et je ne peux pas répondre, mais les expériences politiques que nous en avons, c'est que c'est plutôt faux. On l'a vu notamment au détour du Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu des solidarités actives dans les quartiers populaires, alors que l'état de droit, justement, était aux abonnés absents, comme l'a dit à plus d'un titre Asdine, et pour cause, c'est même quasiment lui qui est à l'origine de toutes ces inégalités-là. Eh bien, on a retrouvé des élans de solidarité ici dans les mosquées, ici dans telle association, ici autour du secours populaire, etc., etc., où
des gens ont confectionné des colis repas à ceux et celles qui en avaient besoin. Ils les déposaient chez eux. Ils sont même allés donner, vous l'avez vu, c'est pas des délires, dans les hôpitaux en direction des personnels soignants. Autant dire que le préfet de Seine-Saint-Denis qui a gueulé en disant on va peut-être avoir les émeutes de la faim d'ici peu de temps, on peut dire clairement que si on a évité les émeutes de la faim, c'est parce que ceux et celles qui avaient le moins ont partagé ce moins-là entre tous et toutes, et rien que là-dessus, ah pardon, mais le sang de chose du point de vue de l'engagement politique, parce qu'à côté, y compris, on est quelques-uns militantes à mouiller la chemise, on le dit de l'adouisson pour ce que tu évoques, c'est-à-dire les conditions matérielles dans lesquelles ils et elles vivent, eh bien ça mérite évidemment une reconnaissance pleine, totale et entière, et à ce moment-là même, il faut s'asseoir et prendre des notes par rapport à ce qu'ils font et pas le contraire. C'est-à-dire que si on veut comprendre comment ça fonctionne, la solidarité et l'engagement politique, il faut aller précisément là où elle est active, et elle est active particulièrement dans les quartiers populaires. L'autre point qui est aussi assez étonnant, je pense que ça rejoint votre enquête, c'est lorsqu'il y a des violences policières, on peut donner des noms, hein, Assa Traoré, Ahmad Bentounsi, Ramata Dieng, c'était pas des femmes, bon ce sont des sœurs souvent, c'était pas des femmes ou des sœurs qui avaient obligatoirement la fibre militante au départ, c'était des citoyens, citoyennes comme vous et nous. Il se passe de manière aiguë la mort de l'un des leurs, et là, un collectif contre les violences policières se monte. Et on retrouve une politisation, une grille de lecture, et c'est ce que tu disais, et il faut comprendre pourquoi. On va construire une grille de lecture politique pour une raison simple. Lorsqu'on écoute à longueur de journée BFM, les Zemmour, et puis tous ceux qui copient Zemmour, ils sont plusieurs, etc., quand ils parlent d'islam, je suis musulman, je suis musulmane, et je les regarde parler de ma propre foi. Quelle que soit ici la foi qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est pas le sujet, mais vous comprenez bien, vous admettrez que quand on a une foi, elle est profondément ancrée, c'est quelque chose de très intime, ça fait partie des convictions profondes. Et quand on voit ceux et celles qui se bousculent pour insulter continuellement, essentialiser, caricaturer, etc., il y a deux options. Soit tu deviens dingue, et certains deviennent dingues, c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît plus dans le débat public, et on ne se reconnaît plus du tout, et d'un certain point de vue, et vous le savez, les hôpitaux psychiatriques sont pleins de nous, il y a les prisons, pour des raisons liées au dysfonctionnement police-justice et du racisme institutionnel qu'il y a dedans, mais aussi les hôpitaux psychiatriques. Il y a une deuxième option, il y en a même trois, je vais dire la deuxième option, il y a tous les délires complotistes, machin, je dis parce que c'est très grave aussi, il faut l'éviter. Et il y en a une troisième qui est la plus intelligente et c'est la majoritaire. Je vais essayer de construire une grille de lecture, je vais essayer de comprendre le monde dans lequel je suis. Et donc je vais chercher à comprendre. Et c'est pas obligatoirement la même réaction que va avoir la personne qui n'est pas de confession musulmane, qui très facilement, paupérisée aussi, va d'un certain point de vue assez vite valider les postures sans être caricaturales de Zemmour, de l'extrême droite, ou même de la droite, et même parfois, hélas, de partie de la gauche, parce qu'il va s'y retrouver, parce qu'on est en train de construire un nous à partir d'un ciment social autour de l'identité française, du roman national, enfin tout un délire totalement mythifié. Quand on ne fait pas partie de ce nous mythifié, on doit faire du sens. Pourquoi mes enfants sont dans une école pourrie? Comment ça marche l'école? Pourquoi je suis contrôlé 1000 fois par jour par les mêmes flics qui me connaissent par cœur? Je dois faire du sens. Pourquoi mon rapport à la santé n'est pas le même, y compris on l'a vu au détour du Covid, les personnes nées en Afrique subsaharienne ont une mortalité 4 fois plus grande que les personnes qui ne sont pas nées, qui sont nées en France. C'est vrai pour les Maghrébins, c'est vrai pour les Asiatiques. On doit faire du sens, sinon on devient dingue. Et on comprend qu'on vit en effet dans un système structurellement raciste. Dire structurellement, on dit qu'on est dans un système structurellement patriarcal, c'est-à-dire qu'il y a des inégalités hommes-femmes qui sont structurelles. C'est pareil concernant le racisme, c'est-à-dire l'origine raciale et ethnique. C'est un fait. Nous n'avons pas les mêmes destins face à l'ensemble des services publics, face à la vie de manière générale. Et donc faire du sens, c'est exactement ce qu'il y a dans votre enquête. On va essayer de comprendre. Et c'est magnifique, parce que de ce point de vue-là, c'est un travail intellectuel, théorique, et puis pratique, parce que au-delà de comprendre, on va essayer de transformer les choses à l'échelle du quartier ou au-delà, et on va évidemment se retrouver, s'organiser, etc. Et donc de ce point de vue-là, ça n'a jamais été, ça n'est pas des déserts politiques, c'est très important. Et dire une bonne fois pour toutes, contrairement à ce qu'a dit Roudinesco tout à l'heure, quand on lui dit débarrasse-la, c'est dit la race, ça n'existe pas. Bon, si tu veux, la race biologique n'existe pas. Mais la race comme construit social, évidemment que c'est une existence. Et entre nous, si Angela Davis était passée là, elle aurait tout déglingué. Hein. Ah ben c'est une dinguerie. Hein. Bon, voilà. Oui, oui.
Alors, merci beaucoup, vraiment merci. Alors, je propose qu'on passe à la discussion. Alors, je ne sais pas combien de temps on a. Qui est-ce qu'il y a? Jean-Emmanuel Ducoing est-il là? Bon, bah écoutons. J'ai vu Alain Souchon, il décale son concert, donc vous pouvez rester là, il attend la fin de notre débat. Tout est OK. Pardon. J'ai vu Alain Souchon, il décale son concert, il attend la fin du débat. Donc restez là. On va se prendre 10 minutes. Je vais passer mon micro. Je te passe mon micro, j'arrive. Bon, c'est pas grave, je vais faire les deux. Merci de me donner la parole. Alors, une remarque et peut-être après une question aux politiques. D'abord, me présenter, moi je suis militant syndical, avant tout aussi politique. Bon, une observation sur le combat qu'on peut tous mener pour essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'implication citoyenne, comme on dit, et ce que peut faire le syndicalisme sur le sujet, sur la question. Mon expérience de la CGT, je pense que beaucoup, bon, on est des gens quand même qui sont un peu informés sur la question des travailleurs sans papier, les batailles qui ont été menées au sein de la CGT pour démontrer, donner du sens, comme tu disais Omar, que l'immigré est un prolétaire comme les autres, et qu'il n'est pas là pour prendre le travail de je ne sais qui, mais qu'il est là pour prendre le travail que personne ne veut prendre, et se réaliser qu'il apporte aussi sa contribution à la construction de notre société. Je pense que à travers ce travail syndical, c'est aussi une manière de lutter contre la discrimination et le racisme, et pourquoi pas d'essayer d'amener à de l'engagement, en tout cas syndical. On a beaucoup de travailleurs sans papier qui, derrière ça, sont devenus des délégués syndicaux et des gens qui se battent dans les boîtes pour, derrière, gagner des droits et qui ne concernent pas que la problématique discrimination sans papier étranger. Première remarque. Du coup, ça a été dit, enfin on l'a vu dans le débat d'avant, c'est vrai que c'est des sujets qui percutent, qui questionnent, qui fragilisent, qui créent des tensions même au sein de la gauche, on va dire, politique et sociale. Et il faut le prendre tel quel, et je partage aussi ce qu'avait dit Latifa, c'est-à-dire comment qu'on fait pour articuler, conjuguer, additionner, pour créer du tous ensemble, parce que c'est le camp d'émancipation globalement là, qui des fois se dispute. Et alors, une remarque, je pense qu'on a tous une responsabilité là-dedans. Moi, j'ai suivi le parcours de Marc, je ne sais pas s'il le sait, mais je suis du Val d'Oise, et d'une ville pas loin, et on est presque de la même génération, je suis un peu plus jeune que toi, je suis désolé. Mais du coup, ça fait partie des référents militants qu'on regardait, nous, dans nos quartiers, en nous disant, voilà, lui, il porte la parole, il cause bien, c'est un mec issu d'immigration, il dit les choses, il n'a pas peur. Voilà. J'ai aussi suivi le parcours d'Azdine, je suis aussi militant du PC, et d'avoir un camarade du parti qui se bat au sein de l'appareil, et c'est pas simple au sein de l'appareil aussi, pour faire valoir un certain nombre de choses, et démontrer de sa légitimité de devenir maire dans une ville populaire qui est ce qu'elle est. Voilà, on le suit aussi en se disant c'est quelque chose d'intéressant parce que ça permet de débloquer un certain nombre de freins éventuellement dans les têtes pour faire ce parti aussi évolue de bonne façon. Tout ça pour dire, ça c'était le côté cool, le côté moins cool, on a une responsabilité et moi je pense que de temps en temps il faut faire attention à ce qu'on fait. Je veux dire, quand on fait une manif devant le siège du Parti communiste qui laisse entendre que le Parti communiste serait un raciste comme les autres, je pense que là on mord un trait et qu'on crée de la confusion et qu'on ne tire pas dans le bon sens. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus, mais je pense qu'il y a des débats au sein du personnel militant en Seine-Saint-Denis qui sont durs, âpres. Tout n'est pas à relier à l'histoire de racisme et de noirs et d'arabes. Voilà. Il y a eu un sujet à Saint-Denis qui nous a fait tous du mal. De là à faire en sorte à donner l'image que le PCF serait arrangé avec Zemmour et autres, je pense que non. C'est déjà assez compliqué comme ça dans le personnel militant, assez compliqué comme ça dans la gauche, dans la France, et qu'on a besoin de lier. Non mais c'est pas une question d'applaudimètre, je le dis vraiment de façon sincère, et parce que nous, ça nous travaille. C'est compliqué, on n'est vraiment pas beaucoup en interne et tout ça, et du coup, sans taire ce qui existe en termes de débat dans nos structures, je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire parce que, encore une fois, ça trouble les repères et qu'on a besoin de temps en temps quand même de s'appuyer sur des repères. Voilà, je l'ai dit. Autre chose,
sur la question de l'engagement politique, une expérience pareille syndicale. J'en discutais avec les camarades de Toulouse. Il y a quelques années, il y a eu des manifs à Toulouse sur la question des retraites, et les camarades de Toulouse ont dit bon, on va arrêter avec le traditionnel Bastille République, qui est pas, mais bon, à leur échelle, quoi, ils vont arrêter avec le parcours classique et ils vont passer dans les quartiers populaires. Ils sont passés dans un quartier populaire et ils se sont rendus compte que les gens des quartiers populaires, une partie était très intéressée, mais étaient restés, ouais, je vais être court, sur le trottoir et n'avaient pas intégré la manif. Ils se sentaient un peu étrangers à un combat qui pourtant les concernait. Et donc, moi, je partage tout ce qui a été dit sur comment on peut faire. Je me demande si on n'a pas besoin un peu plus de radicalité et d'essayer de regarder, de s'appuyer sur le municipalisme qui existe dans d'autres contrées pour, au lieu de s'appuyer sur l'expertise des quartiers, pour après décider, partir d'en bas. C'est que ce soit la décision qui vienne d'en bas et qu'après, les élus et l'appareil administratif la mettent en place. Merci. Alors, oui, madame, oui. La dame, oui. Oui, moi je voulais juste 2 remarques. La première remarque concerne un aspect essentiel, et c'est que ce qui se passe aujourd'hui est dans la continuité de ce qui se passe depuis 50 ans, en fait. Je veux dire, c'est les collectifs de parents, des collectifs de femmes qui se sont mobilisées ou autres. Vous connaissez tous l'histoire des femmes de la place Vendôme et toutes celles qui se sont succédées à essayer dans les quartiers populaires à faire changer les choses et à faire bouger les choses. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est un phénomène nouveau. Je pense que si on ne le lit pas dans cette perspective un peu historique, et on ne peut pas comme ça, c'est important de s'inscrire dans la continuité et en même temps d'évaluer les décalages qui sont en train de se creuser de plus en plus. La deuxième remarque concerne un aspect, le jour où on a commencé à travailler sur les discriminations et on a commencé à légiférer, c'est-à-dire à partir de la revendication de l'égalité de traitement, qui était la revendication portée par nous, les militants et les associations, les politiques et autres, sur ces questions-là. Ce jour-là, on a enterré la question de la lutte contre le racisme quelque part. Moi, je mets ça en débat parce que je me suis rendu compte qu'on se cache derrière discrimination liée à l'origine ou supposée, et c'est ce qui ressort dans le défenseur du droit comme premier chiffre par rapport aux dépôts de plainte, c'est ce qui ressort dans les entreprises, dans toutes les enquêtes nationales, toutes les enquêtes dans l'entreprise, partout, l'école. Toutes les enquêtes disent la même chose depuis 30 ans. Mais depuis 30 ans, on met de l'argent dans la lutte contre les discriminations. Et ça fait une espèce de panique globale où on ne met plus d'argent dans la lutte contre le racisme en tant que tel. Parce qu'on a un problème de racisme, en fait. Et on est en train on a lissé les choses au travers de ce terme de discrimination. Donc il y a peut-être à se réapproprier aussi. Mais en même temps, le poser tel qu'on le pose aujourd'hui, en personnes racisées, minorités et autres, moi, me pose un problème sur le fond. Et c'est ce qui nous divise aujourd'hui pour faire convergence, pour travailler ensemble sur ces questions-là. Moi, quand on m'appelle « mais vous êtes racisé », moi, je ne me considère pas racisée. Et je refuse qu'on me désigne par ce terme. Je suis partie intégrante de la population, je suis issue d'un couple mixte, je n'ai pas à choisir entre mon père et ma mère, et je refuse qu'on m'assigne à un bout de mon identité. Et c'est ça le vrai débat sur le fond. Et tant que les chercheurs c'est-à-dire aujourd'hui, au niveau de la recherche et au niveau de la sphère militante, il y a de la division qui a été un peu introduite depuis une dizaine d'années dans le débat, qui aussi est un vrai empêchement à être dans un vrai mouvement qui converge dans le même sens pour avancer sur nos causes. Merci. Est-ce qu'il y a une autre... Alors, non, attendez. On peut prendre qu'une intervention parce qu'il faut leur donner la parole pour répondre, peut-être, monsieur. Voilà. Oui, merci de me donner la parole. Mohamed Ben Saïd, militant associatif. Les questions, c'est-à-dire, ce n'est pas la question des concernés. Pourquoi est-ce que les concernés se mobilisent ou pas quand ils sont victimes de racisme
Moi, je pense que c'est la question de la démocratie, de l'État et de ceux qui ont pensé, et des politiques qui sont représentés et dans le Parlement et qui définissent un peu le modèle social, le modèle politique. Il y a une régression de l'égalité. Le problème n'est pas le problème de ceux qui subissent à démontrer et à agir. C'est d'abord le problème dans quel modèle ou dans quel chemin nous sommes en train d'aller. Est-ce qu'elle est conforme à ces principes d'égalité, de fraternité et de liberté, ou est-ce qu'elle n'est pas conforme? La République et tous ceux qui nous gavent avec la République et tout ça, et voilà, et il y a des parlementaires, que ce soit du Parti communiste, même s'ils sont moins qu'avant ou de la gauche, mais qui puissent parler, qui puissent évoquer ça. On ne les entend pas. On veut demander à ceux qui agissent et qui sont divisés entre eux avec le concept. Donc moi, je porte la responsabilité et d'abord à ceux qui définissent le projet politique et social et le modèle sociétal dans lequel on veut vivre. Merci. Passez le micro à la deux. Voilà, oui. Allez-y, puis ensuite. Merci, oui, très rapidement. Moi, c'était une question pour On ne monsieur... vous entend pas. Prenez le micro. Pardon. Comme ça. Oui, c'était une question pour monsieur le maire de Stains. Je voulais savoir de façon très concrète votre action pour rupture d'égalité que vous avez entamée envers l'État. Si vous avez 2 ou 3 principaux objectifs que vous devez décliner de cette action, quels seraient-ils? Alors, très bien. Écoutez, à vous, Oui. puis on conclura. Tout à fait. Il y a au moins 3 domaines importants sur lesquels on a mis l'accent sur la rupture d'égalité que nous vivons en Seine-Saint-Denis de manière générale, même si tous les maires n'ont pas forcément déposé un recours. Rupture d'égalité en matière d'éducation, ça c'est un élément essentiel. Je m'appuie vraiment sur un rapport parlementaire qui a été, je dirais, rédigé par des parlementaires de droite, parlementaires macronistes et LR. Parce que je considère que les macronistes sont de droite, hein, donc il faut que les choses soient claires. Et eux-mêmes ont pointé un certain nombre je dirais, de ruptures d'égalité de l'État. En tous les cas, l'éducation, la justice et toutes les questions liées à la sécurité. Mais je pourrais rajouter également, puisque depuis nous avons connu la crise sanitaire et le Covid-19, et tout à l'heure Omar en parlait, les inégalités en matière de santé publique. Et ça, c'est un élément très très important. Donc le recours s'appuie sur ces éléments. On ne demande pas à ce que l'État, je dirais, procède à indemniser les collectivités qui n'ont pas perçu au prorata du nombre d'habitants des critères sociaux, etc. On demande simplement à ce que l'État reconnaisse clairement le fait qu'elle a été défaillante et qu'elle a quelque part, je dirais, structuré, institutionnalisé cette rupture d'égalité, en particulier en Seine-Saint-Denis. L'avocat qui suit ce dossier est Tari Halimi. Nous allons relancer le dossier dans quelques semaines parce que l'objectif c'est de nouer aussi cette démarche collective avec d'autres maires. Et cette démarche, elle n'est pas dissociée, justement, la question de l'engagement. L'engagement d'un maire, c'est... Enfin, pour moi, je ne peux pas le dissocier avec l'engagement des citoyens. Pour moi, ça me semble essentiel. Donc l'idée, c'est vraiment de s'appuyer aussi sur les collectifs qui existent dans le quartier pour justement faire valoir cette rupture d'égalité. Merci Asdine Taïbi. Très rapidement, Marion et Omar, vraiment un mot de conclusion. Ouais, on doit rendre merci pour les questions. Oui, la question syndicale, camarade de la CGT qui racontait, c'est crucial. C'est sur les lieux de travail aussi que ces questions peuvent s'articuler. Il a bien dit, vous avez bien dit beaucoup, c'est compliqué, c'est pas simple, c'est un travail complexe. Et voilà, c'est important de le souligner. Et donc, il faut beaucoup d'efforts pour arriver à articuler ces colères et ces expériences issues des questions ethno-raciales avec des questions de droit du travail, de discrimination territoriale. Là, tout ce qu'on vient de dire, c'est de la discrimination territoriale, c'est-à-dire des territoires sont sous-dotés en transport, en enseignants, en policiers, en justice, etc. Et donc, ces questions sont imbriquées. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir les prendre ensemble. Madame est partie, mais je voulais juste dire un mot. Parce que la question, elle est là. Racisme et discrimination, c'est super intéressant. C'est comme si là, on disait... je sais pas, il y a un côté de l'humanité, la question de l'humanité, d'être humain entre nous, et puis il y a la question du combat politique. Quelque part, oui, la lutte contre le racisme, elle est essentielle, mais la lutte contre les discriminations, c'est autre chose. C'est en fait, les discriminations sont illégales. Il y a 22 motifs de discrimination dans la loi, donc voilà, et les discriminations sont illégales, et donc... en fait, agir pour lutter contre ces discriminations, faire en sorte que le bailleur social, quoique ça c'est encore tout un sujet, mais
mais bon, que les emplois privés, publics ne soient pas coupés ou qu'on ne rentre pas par la toute petite porte quand on est issu des classes populaires, eh bien, c'est une grande question qui doit être posée. Donc, je pense que oui, et c'est vrai que la question des discriminations, c'est pas les gens dans les quartiers, pardon, ne disent pas forcément beaucoup de discrimination. Ils parlent de leurs expériences, et c'est tout un chemin pour comprendre que ce que je suis en train de vivre et qui est injuste vient, voilà, de ma classe sociale, de mon quartier, de ma couleur de peau. Et je maintiens quand même que la couleur de peau peut jouer, ou de mon sexe, ou de mon handicap, ou autre. Donc c'est compliqué, je rejoins, et il y a plein de choses à faire. Et gardons l'espoir sur le fait d'arriver à articuler tout ça, et de ne pas se diviser, effectivement, de ne pas se buter sur ces demandes qui peuvent paraître parfois, effectivement, un peu perturbantes. Alors, très rapidement, en lien avec ce qui a été soulevé, c'est très très important. D'abord, il faut se mettre d'accord. Les discriminations racistes, le racisme, comme le sexisme du reste, traversent tous les espaces sociaux, y compris dans les partis de gauche. Le sexisme existe aussi à gauche. Dans les actions de gauche, on est tous d'accord là-dessus, et le racisme aussi. Ça veut dire quoi? Que nous devons sans cesse remettre le métier sur le tapis pour savoir où est-ce qu'on en est là-dessus. Et quand on a... Non, pas l'applaudimètre. Et quand on a... Et je le dis très très fraternellement, mes camarades sont communistes, sont partis communistes, sont des militants. Mais quand on a Roussel qui va à un rassemblement de flics de l'Assemblée nationale, c'est pas bon comme signal devant les quartiers populaires. Ça veut pas dire, même si à ce moment-là il y a Zemmour, il y a Marine Le Pen, bien évidemment que Roussel c'est pas du tout ça, et c'est un raccourci, c'est même des conneries énormes, il faut les combattre. Mais on est en train de casser les boussoles quand on fait ça, il faut mettre les choses à l'heure, sinon on ne comprend pas ce qui se passe dans les quartiers populaires. La deuxième chose, c'est très important aussi, sinon on va partir sans se comprendre totalement. Moi, je conçois tout à fait, madame, que vous puissiez dire, et il n'y a pas de problème, je ne me sens pas racisé, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que justement, tout le monde puisse répondre comme vous. Moi, je me considère comme ça, et moi, je me considère plutôt comme ça, et moi, je ne tiens pas à ce que tu me considères comme quoi que ce soit. Il est important de comprendre que les statistiques qui concernent les discriminations sexistes permettent de faire régulièrement l'état des lieux concernant les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Il faut obligatoirement aujourd'hui des statistiques ethno-raciales pour savoir où on en est de ce racisme structurel et institutionnel. Dans les statistiques, les personnes se disent elles-mêmes comment elles se définissent. Blanc, noir, arabe, elles s'auto-définissent. Et heureusement d'ailleurs, c'est pas en le regardant avec l'extérieur. Non mais je dis parce que dans le débat précédent, Noiriel disait les statistiques ethniques, ben moi j'ai pas à prendre part, c'est aux citoyens de décider. Mais comment ça c'est aux citoyens? Le rôle des chercheurs, des chercheuses, des universitaires, des militants et des militantes, c'est de dire que si on fait reculer les discriminations, il faut pouvoir les mesurer, et les mesurer, ça veut dire des statistiques de ce point de vue-là. Et je finis, et c'est mon dernier mot, parce qu'on m'a dit de finir sur une note positive, et ben franchement on est dans la merde. Parce que les présidentielles arrivent, au lieu de parler des questions sociales, genre les 47 plus riches fortunes de France se sont empochés 2 fois le budget des hôpitaux publics entre mars 2020 et décembre 2020, de parler des questions sociales, des inégalités sociales, des inégalités tout court, etc. On va encore nous saouler sur le séparatisme, la négrophobie, le terrorisme, etc. Donc juste un truc, il va falloir, pour qu'on construise le fameux tous ensemble auquel tu aspires, il est fondamental, se dire une chose, c'est que la lutte de classe, c'est important, mais ce n'est pas une lutte au-dessus des autres luttes contre toutes les discriminations. On doit toutes les articuler, les faire coïncider ensemble, donner de la synergie, faire de l'intersectionnel, et là, à égalité de regard, on pourra conjuguer l'égalité de droit. Merci, merci beaucoup, merci à nos intervenants, merci au public. À toi, Jed, à toi. Merci à tous les trois. Merci. Asdine, n'oublie pas, les amis de l'UMA, c'est ta maison. C'est une grande maison. Alors, le temps qu'il s'installe et qu'il fasse les balances, je vous annonce le concert de clôture des amis de l'UMA. C'est un petit brin d'émotion quand même, parce que ça sera le dernier concert des amis de l'UMA, et de la fête tout court d'ailleurs, à la Courneuve. Ernest Pignot-Ernest, c'était pas mal ces 3 jours. Hein. C'est pas encore fini, mais c'était bien. Hein. On a eu de beaux moments. On s'en est bien sorti vu les circonstances. Allez, on se retrouve avec les grandes bouches tout à l'heure.